48 heures. C'est le compte à rebours lancé par le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness. S'excuser ou subir les conséquences. Dans les couloirs du pouvoir, les chuchotements devenaient tempêtes. Dans les rues de Kingston, la curiosité se changeait en braise. Pourquoi un simple discours d'Ibrahim Traoré, venu de Burkina Faso, a-t-il bouleversé une île entière ? Parce qu'au-delà des mots, il a touché le nerf nu de la corruption et réveillé un peuple fatigué du silence. Cette histoire n'est pas une querelle diplomatique, mais un miroir tendu à une nation. En Jamaïque, où les hôpitaux manquent de gants et les écoles de chaises, chaque mot prononcé a la force d'un verdict. La promesse de cette enquête, comprendre comment un discours étranger a pu rallumer l'espérance nationale. En suivant les traces d'Ibrahim Traoré, nous verrons comment l'écho d'un combat africain a trouvé une résonance caribéenne. Car derrière la menace de Holness se cache une question plus vaste. Qu'arrive-t-il quand un peuple entend soudain sa propre vérité dite par un autre ? Ce reportage dévoilera la chronologie d'une étincelle devenue brasier, les paroles, la réaction, les foules, puis la transformation d'un pays qui redéfinit le mot souveraineté. Restez jusqu'au bout, ce qui s'est passé après les 48 heures pourrait bien marquer un tournant pour toute la région. En 24 heures, le discours d'Ibrahim Traoré avait déjà franchi les océans numériques. Plus d'1 million de vues, des milliers de partages et un silence inquiet dans les bureaux ministériels. Ce n'était plus un simple incident diplomatique, c'était le début du monde de choc social. Avant même la polémique, la Jamaïque vivait un paradoxe chiffré. Plus de 100 milliards de dollars jamaïcains disparus chaque année selon les rapports d'audit, tandis que 40% des jeunes restaient sans emploi. Les hôpitaux recevaient 1 milliard de fonds publics, dont 800 millions s'évaporaient dans des contrats fantômes. Les écoles attendaient 500 millions de subventions jamais versées. Ces chiffres n'étaient pas sortis d'un pamphlet politique, mais de documents officiels que tout le monde feignait d'oublier. Lorsque Ibrahim Traoré prit la parole à Kingston, il ne parla pas de diplomatie, mais de comptes. Nous avons acquis récemment des promesses dérobées. Face à lui, un millier de personnes, étudiants, journalistes, militants, l'écoutaient, incrédules. Ces mots simples perçaient la rhétorique habituelle. La vérité n'insulte personne, elle libère. Ce soir-là, l'auditorium vibra d'un murmure qui n'était pas celui du scandale, mais de la reconnaissance. Puis la réaction vint, rapide et brutale. Les premiers des ministres se levèrent, outrés, les caméras tournèrent, les journaux titrèrent « Un président africain humilie la Jamaïque ». Mais dans les rues, le récit était différent. Des vendeuses de marché, des chauffeurs de taxi, des professeurs répétaient ces phrases comme des refrains. Ce contraste fut la véritable révélation. Son La Excellence fracture Ibrahim entre Traoré ceux qui gouvernent et ceux qui vivent la réalité. C'est ici que commence la véritable histoire, celle d'un peuple qui, en entendant un étranger, a enfin reconnu sa propre voix. Le lendemain du discours, Kingston s'éveilla avec une vibration nouvelle. Dans les taxis collectifs, les radios diffusaient en boucle la voix d'Ibrahim Traoré. Chaque phrase semblait réveiller quelque chose d'enfoui depuis longtemps. À l'Université des Indes occidentales, un étudiant de 20 ans, junior, déclara aux médias « Je n'ai pas d'emploi, mais aujourd'hui, je me sens utile ». Il venait de créer un groupe en ligne pour coordonner les rassemblements pacifiques. Dans les marchés de coronation, les vendeuses de fruits chantaient « Truth got no clock », L'hôpital Saint-Camille, qui est un point de référence ici à Ouaga, avec lequel nous travaillons. Ne saurait en aucun cas entamer le moral et la détermination de leurs exécutifs. Just justice. Ces gestes pouvaient sembler anecdotiques, mais ils dessinaient la carte d'une société en train de s'organiser. Sans violence, sans chef officiel, seulement une conviction partagée. La corruption n'était plus une fatalité. Pendant ce temps, dans les couloirs du pouvoir, la tension montait. Le Premier ministre Holness convoqua une réunion d'urgence. Un conseiller lança. Cet homme n'est pas un diplomate, c'est une étincelle. Un autre répondit. Alors, trouvons de l'eau avant que le feu ne gagne tout. Mais l'eau n'était plus suffisante. La veille encore, la Jamaïque et aussi certains projets d'envergure qui doivent être financés. Et cette voix, paradoxalement, venait nous avons ensuite, sous ce ciel caribéen, une alliance invisible prenait forme, celle de la vérité dite tout haut. Car la question n'était plus « que fera le gouvernement ?»,
Mais jusqu'où ira le peuple? L'ultimatum démarra à 18h. Le ton du Premier ministre était tranchant. 48 heures pour présenter des excuses publiques. Dans les studios de télévision, les experts parlaient de crise diplomatique. Dans les rues, on parlait de mort. Dès la première heure, les premières pancartes apparaissaient à Émancipation Park. 100 jeunes, des pancartes bricolées. La vérité n'insulte personne. 5 heures plus tard, les réseaux sociaux s'embrasaient. 1 million de vues. Des vidéos de marché, de bus, d'écoles. Les mots d'Ibrahim Traoré circulaient comme un feu doux, sans chef ni slogan imposé. À la 12e heure, les marchés reprenaient ses phrases. Les radios locales tournaient en boucle la phrase « Truth does not bow to deadline ». À la 20e heure, les étudiants de Kingston défilaient, un millier de voix scandaient « Justice, pas excuse ». La transition police encadrait hésitante. Aucun incident. Le soir, le gouvernement comprenait, ce n'était plus un débat, c'est un mouvement. 24 heures après, Holness réunissait son cabinet. « Nous devons défendre la souveraineté nationale », répétait-il. Mais un ministre soufflait. Et si le peuple pense qu'il défend sa propre vérité? Silence. Personne ne répondait. À la 36e heure, la pluie tombait sur Kingston. Les manifestants ne bougeaient pas. Ils chantaient du Marley, brandissaient des portraits peints à la main. Des pêcheurs de Portland amarraient leurs bateaux avec des banderoles. Les églises priaient pour la paix. Les professeurs écrivaient des tribunes. La Jamaïque entière semblait suspendue à une phrase. No apology for truth. À la 44e heure, à Ouagadougou, Ibrahim Traoré se préparait à parler. Un podium simple, un drapeau, pas d'effet. Il souriait, levait les yeux vers la caméra. Vous m'avez donné 48 heures. Je vous rends la vérité éternelle. Puis, sans hausser la voix, il déroulait un discours calme, implacable. La corruption vole des vies, pas seulement de l'argent. L'excuse est une monnaie des puissants, pas une vertu des justes. À la 48e heure, le direct explosait. 10 millions de vues, les foules hurlaient de joie. Les rues de Kingston devenaient mers de chants et de drapeaux. Les journalistes notaient « L'ultimatum est mort ». Mais derrière les applaudissements, une autre honte commençait. Les jours suivants, les documents fuitaient. 2 milliards de dollars jamaïcains de contrats d'eau fictifs. Des noms de ministres circulaient, les journaux titraient, les masques tombent. Les citoyens réclamaient des audits, des lois, des comptes. Le mot d'ordre n'était plus excuse, mais réforme. La ligne du temps avait basculé. En 2 jours, un discours avait déplacé le centre de gravité du pouvoir. Et dans le tumulte, une conviction s'imposait. La vérité, quand elle est dite simplement, voyage plus vite que la peur. Au départ, la Jamaïque ressemblait à une équation désespérante. Beaucoup de promesses, peu de résultats. Avant le discours, la croissance stagnait à 0,5% depuis 3 ans. Après la vague de protestations, les dépenses sociales augmentaient de 2,1%, un bond modeste mais symbolique. Ce n'était pas la magie d'un discours, mais la peur politique de l'inaction. Les signalements de corruption grimpaient. Selon la commission d'intégrité publique, à peine 340 plaintes avaient été déposées l'année précédente. Dans le mois qui suivait les paroles d'Ibrahim Traoré, ce nombre atteignait 1200. Chaque plainte racontait la même mécanique. Contrat fictif, marché truqué, budget dilué. Les citoyens commençaient à écrire, filmer, dénoncer. Ce qui était jadis murmure devenait archive publique. La participation civique s'intensifiait. Avant la crise, moins de 9% des Jamaïcains déclaraient appartenir à une association locale. 3 semaines plus tard, ce chiffre montait à 24%. Des comités de quartier se formaient, parfois improvisés sous des abris de bus. Donc merci grandement à tous d'être là. Merci pour ces messages. À main nue. Ces évolutions restaient fragiles, mais leur synchronicité qui ont choisi le néocolonialisme d'un effet miroir. La parole venue d'Afrique reflétait une honte tue. Les sociologues y voyaient un déclencheur émotionnel. Entendre un étranger nommer la corruption sans détour, c'était reconnaître enfin la maladie. Et dans les rédactions, une nouvelle prudence naissait. Vérifier avant de diffuser, contextualiser avant de commenter. Le gouvernement tentait d'étouffer la lecture symbolique du phénomène. Il invoquait la souveraineté, dénonçait l'ingérence morale. Mais les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Chaque graphique montrait la même courbe ascendante. Conscience, participation, exigence.
Ce que révélait cette arithmétique civique, c'était moins la puissance d'un homme que la contagion d'un exemple. Ibrahim Traoré, en refusant de s'excuser, imposait un nouvel étalon de leadership. Dire non au compromis verbal. Ces phrases courtes, mémorisables, devenaient unité de mesure. Elles remplaçaient des slogans politiques par des équations simples. Vérité, crédibilité, courage, légitimité. Peuple, plus information, changement. Le plus étonnant, ces formules survivaient au tumulte. 2 mois plus tard, elles figuraient dans les murs des écoles et les affiches des syndicats. Elles s'enseignaient comme des maximes de civisme. La Jamaïque découvrait qu'une statistique et qui continue de conjuguer avec l'impérialisme. Parce qu'ils ont les moyens. Un pourcentage de plus valait une génération d'excuses. 2 camps se formaient presque aussitôt, traçant une ligne invisible entre institutions et trottoirs. Le premier camp, celui du gouvernement, affirmait que les mots d'Ibrahim Traoré menaçaient la souveraineté nationale. Selon ses ministres, laisser un dirigeant étranger critiquer publiquement la Jamaïque revenait à humilier l'État devant le monde. Ils citèrent les protocoles, rappelaient les traités, invoquaient le respect diplomatique. Leur argument, la vérité n'a de valeur que lorsqu'elle vient de l'intérieur. En face, la rue répliquait « Mais si l'intérieur se tait, qui parlera ?» Pour les citoyens, ce discours n'était pas une intrusion, mais un électrochoc salutaire. Ils voyaient en Traoré non un juge, mais un miroir. Sa franchise offrait une légitimité morale que les élites avaient perdue. Les artistes, les professeurs, les pasteurs s'en emparaient. Ils disaient « Il a dit tout haut ce que nous murmurions depuis 10 ans ». Entre les deux positions, les observateurs internationaux tentaient de démêler la nuance. Les diplomates rappelaient que la Jamaïque restait libre de répondre et que l'écho mondial rendait toute réaction délicate. Les analystes des Caraïbes évoquaient une mutation historique. La politique de la fierté cédait la place à la politique de la transparence. L'Afrique et les Antilles, unies par la mémoire, se parlaient enfin d'égal à égal. Et pendant que les débats s'envenimaient dans les talk-shows, la société jamaïcaine changeait sans bruit. Des collectifs de jeunes lançaient sur des audits citoyens. Les médias ouvraient leurs colonnes à la vérification participative. La confrontation d'arguments se transformait en apprentissage collectif. Ainsi, le Stillman de cette crise n'opposait plus la Jamaïque à un président africain. Il opposait 2 visions du pouvoir, celle qui parle pour se défendre et celle qui écoute pour apprendre. Tout basculait sans fracas. Alors que les débats s'enlisaient, une phrase discrète changeait tout. Ce n'est pas un affront. Je peux vous assurer que j'ai été, je l'ai déjà dit, impressionné, frappé, satisfait. Invité à la télévision publique, son ton calme brisait des semaines de tension. En quelques heures, la colère institutionnelle devenait malaise intérieur. Dans les journaux, les éditoriaux cessaient de parler d'ingérence. Ils commençaient à interroger la peur nationale du regard extérieur. Le nom d'Ibrahim Traoré réapparaissait alors, non plus comme celui d'un provocateur, mais comme celui d'un témoin involontaire d'une blessure plus ancienne, celle d'un pays autrefois symbole de fierté, devenu prisonnier de sa propre image. Dans les cafés de Kingston, on murmurait « Peut-être fallait-il un étranger pour nous rappeler qui nous sommes ». Ce renversement subtil était le vrai milieu de l'histoire. À cet instant précis, la Jamaïque ne cherchait plus à sauver la face, mais à comprendre comment la vérité, dite avec douceur, pouvait valoir plus qu'un pardon imposé. La première onde était sociale. Les manifestations s'étaient transformées en ateliers civiques. Des mères de famille créaient des associations pour contrôler les budgets scolaires. Des infirmières réclamèrent désormais la publication mensuelle des dépenses hospitalières. La rue ne criait plus seulement justice, elle comptait, vérifiait, exigeait. La vérité d'Ibrahim Traoré avait trouvé son prolongement. Un peuple qui apprend à se surveiller lui-même. Le secteur privé, longtemps silencieux, découvrait qu'il pouvait gagner en crédibilité. Des banques locales publiaient volontairement leurs rapports d'audit. Les chambres de commerce mettaient en place un label « zéro pot de vin ». Le climat d'affaires, d'abord inquiet, se stabilisait. Les investisseurs préfèrent la clarté à la complaisance. Les économistes parlaient déjà d'un effet Ouagadougou, quand la transparence devient rentable. Sous la pression populaire, le Parlement adoptait en urgence une loi d'accès public au contrat d'État. Un comité multipartite
était créé pour suivre l'argent public, avec des journalistes intégrés au processus. Les ministères devaient publier leurs dépenses trimestrielles. Certains directeurs démissionnaient avant même l'enquête. L'opposition, d'abord divisée, s'unissait sur un point. La lumière n'a pas de camp. C'était la conséquence la plus inattendue. La transparence devenait consensus. Dans les Caraïbes, l'affaire faisait écho. La Trinité et Tobago, des mouvements étudiants brandissaient par les affiches « No Apology for Truth ». À la Barbade, des chroniqueurs demandaient « Qui est notre Ibrahim Traoré ?» Les radios haïtiennes comparèrent cette crise à un réveil moral pour tout l'arc antillais. En Afrique, les réseaux sociaux célébraient l'unité du courage. Le président burkinabé devenait, malgré lui, symbole continental. Au-delà des frontières, un nouvel imaginaire s'imposait, celui d'un Sud global capable de se parler sans intermédiaire. Les chancelleries observaient avec prudence, mais le peuple, lui, avançait. Et dans ce fracas d'initiative, un constat s'imposait. La diplomatie n'avait pas créé le lien, la vérité l'avait. Ibrahim Traoré, en refusant la langue du compromis, avait ouvert celle de la responsabilité partagée. Ce n'était plus une question d'orgueil national, mais de maturité collective. Et si le futur de la Jamaïque commençait précisément dans cette désobéissance au silence? La vague d'émotions retombait, mais laissait une empreinte durable. Le gouvernement jamaïcain conservait le pouvoir, contraint de composer avec une opinion publique désormais éveillée. Des audits continuaient, quelques têtes tombaient, mais les réformes avançaient lentement. La société civile s'installait dans la vigilance quotidienne. Elle n'attendait plus de miracles, elle exigeait des comptes. Dans ce contexte, l'impact d'Ibrahim Traoré demeurait moral. Il avait brisé la peur de tout. Dans une perspective plus lumineuse, les institutions saisissaient la chance historique de réformer en profondeur. Une autorité nationale d'intégrité était créée avec pouvoir réel. Les budgets étaient numérisés et accessibles. Les ONG africaines et caribéennes coopéraient sur des programmes conjoints contre la corruption. La diaspora investissait dans des projets locaux, attirés par ce climat nouveau de confiance. Dans cette trajectoire, Kingston devenait un modèle régional de transparence. La voix de Traoré inspirait des générations et aussi certains projets d'envergure qui doivent être financés. Les élites pouvaient fermer la situation. Les réformes seraient vidées de leur sens, les médias indépendants étouffés, la lassitude remplacerait l'élan. La population se diviserait, les mouvements s'essouffleraient et la peur reviendrait sous un autre nom, cynisme. Dans ce cas, la vérité perdrait son élan, transformée en souvenir. Et qui continue de conjuguer avec l'impérialisme. Parce qu'ils ont les moyens. Au buissonnière, tellement le rythme était soutenu, tellement les participants. Entre mémoire et volonté. Si la Jamaïque parvenait à institutionnaliser que les réservoirs de matières premières le moment Traoré deviendrait fondation. Sinon, il ne resterait qu'un épisode éclatant dans une histoire qui bégait. Mais il existait une quatrième option, implicite, celle d'un apprentissage collectif, où chaque erreur généreux devenait et hospitalier. Chaque indignation devenait méthode. Ça, c'est très important. Et peut-être que là résidait le véritable héritage d'Ibrahim Traoré. Avoir transformé un affront diplomatique en manuel de résilience civique. Au-delà des chiffres et des lois, il y avait les visages. Celui de Tania, infirmière de 35 ans, qui répétait encore « Avant, on nous disait d'attendre. Maintenant, on nous écoute. » Celui de Junior, l'étudiant devenu coordinateur bénévole, qui confiait « Je n'ai pas trouvé d'emploi, mais j'ai trouvé ma voie. » La jeunesse jamaïcaine transformait la colère en organisation. Dans les lycées, on apprenait à rédiger des plaintes administratives. Dans les quartiers pauvres, des ateliers expliquaient comment suivre un budget communal. C'était la première génération à comprendre que la citoyenneté est un verbe. La diaspora, de Londres à Toronto, s'était réapproprié le débat. Des collectes de fonds soutenaient des écoles rurales et les artistes chantaient la nouvelle devise « No Apology, Just Action ». Les médias communautaires diffusaient des reportages produits localement où la fierté remplaçait la plainte. Dans les églises, les prêtres citaient Ibrahim Traoré, sans le nommer. La vérité ne s'excuse pas, elle s'applique. La phrase s'était glissée dans les homélies, les sermons, les prières. Même ceux qui ne suivaient pas la politique en ressentèrent le poids. Pour les mères, c'était une revanche morale. Pour les jeunes, un repère de courage.
Pour la diaspora, un pont entre continents. Et pour la Jamaïque entière, un réveil intime, comprendre que la dignité nationale ne se mesurait pas au discours officiel. Vous savez, j'ai été 5 ans durant, loin. Se regarder sans détour. Une fois la tempête apaisée, il restait à transformer les en méthode. Les experts en gouvernance, les ONG et les collectifs citoyens élaboraient un plan en 5 étapes. D'abord, auditer sans punir. Un groupe d'économistes indépendants proposait un audit citoyen. La même situation. Et L'objectif, aujourd'hui, comprendre où l'argent nous s'était sommes prêts. perdu avant de chercher les coupables. Ensuite, publier les données. Comme Le à ministère des l'accoutumée, Finances s'engageait à rendre accessibles tous les portefeuille. contrats Un supérieurs parcours de consolidation de la présence de l'Italie un tableau public au Faso, dans mettrait le en Sahel. ligne chaque trimestre les montants, les bénéficiaires et l'avancement. Cette transparence simple était mesurable. Si les données cessaient de paraître, la promesse se vidait. Puis éduquer à la responsabilité. Des modules scolaires. C'était Monsieur le expliquaient Président pour comment faire l'état des fonctionne lieux le budget, des les impôts relations et les marchés bilatérales publics. entre... Une génération entière apprenait que la démocratie ne s'achète pas. Elle se vérifie. Aussi, connecter les luttes. Des plateformes numériques reliées désormais les associations jamaïcaines aux mouvements africains. Ibrahim Traoré proposait que le Burkina Faso envoie des experts en agriculture et en énergie solaire. Les coopérations sud-sud devenaient un outil de cohérence. Produire local, échanger les compétences, partager les méthodes anticorruption. Enfin, mesurer la confiance. Chaque semestre, une enquête indépendante évaluerait la perception de l'intégrité publique. Le progrès ne se compterait plus seulement en PIB, mais en crédibilité. Ces 5 mouvements traçaient la voie d'une reconstruction patiente. La Jamaïque comprenait qu'un changement durable ne naît pas d'un discours, mais d'une discipline collective. Faire simple, vérifier souvent, parler vrai. Au crépuscule de cette histoire, les visages demeuraient. Celui des jeunes qui dansaient sous la pluie de Kingston, celui des femmes brandissant des pancartes tachées d'encre, celui d'un président africain, Ibrahim Traoré, regardant l'écran depuis Ouagadougou, silencieux. Entre eux, un fil invisible s'est étendu. Celui de la parole libérée. Ce n'était pas une révolution armée, mais une révolution d'air. Les slogans s'étaient transformés en habitude, les cris en institutions. La Jamaïque retrouvait son souffle là où elle croyait l'avoir perdu, dans la sincérité partagée. Dans les musées, une photo de cette nuit circulait déjà. Elle montrait la foule, les bougies, les drapeaux mouillés. En dessous, une phrase gravée. Le courage n'a pas de frontières. Ce n'était pas une victoire parfaite, ni une défaite. C'était un commencement, celui d'une mémoire qui refuse l'amnésie. Le bruit s'éteignait, mais la trace restait. Et cette trace disait simplement, sous le soleil de Kingston, la vie reprenait son rythme. Les marchés bruissaient, les écoliers riaient, les radios jouaient encore des extraits du discours. Mais quelque chose avait changé dans l'air, une attention nouvelle, une pudeur de gouvernance. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de la Jamaïque n'était plus seulement un épisode politique. Elle était devenue parabole, chanson, enseignement. Elle rappelait qu'un mot, lancé au bon moment, peut recoudre des continents. Dans les rues, on parlait d'avenir, non plus de colère. Les ONG planifiaient des échanges avec l'Afrique. Les jeunes artistes peignaient des fresques où la vérité se mêlait à la mer. Une nation blessée s'était découverte capable de réparation. Et si le véritable héritage de cette crise n'était pas la polémique, mais la possibilité d'un langage commun, celui du respect lucide. Le monde regardait encore. L'Afrique répondait par l'écho. La Jamaïque, désormais, écoutait son propre cœur battre et se demandait doucement jusqu'où la vérité peut-elle nous rassembler.